Nouvelle semaine, nouvelle aventure, nouveau défi à relever. C'est avec plaisir que je vous retrouve encore sur LCF City FM et aussi sur le 3W LCF Togo pour notre émission Talk Talk. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous savoir très nombreux encore devant vos postes téléviseurs et aussi devant vos radios, tous ceux qui nous suivent en voiture et partout. Merci pour votre fidélité renouvelée à l'émission Talk Talk. Ce matin, nous recevons en studio deux confrères. Le premier, à Porno, Carlos Ketoou, il est le patron du journal L'Indépendant Express. Bonjour Carlos. Bonjour Junior, bonjour chers téléspectateurs. Notre second invité pour nous, Ibrahim Acha, nous tenons à le remercier vivement parce qu'il est venu en dernière minute pour remplacer notre ami Jean-Paul Abo qui a eu un empêchement de dernière minute. Merci à Ibrahim Acha. C'est nous qui vous remercions. Et merci pour la fidélité. Ibrahim Acha, le patron du journal Temps Nouveau. Dans la deuxième partie, nous recevons un invité politique. Il a pour nom Pascal Adoko, il est le patron, enfin le secrétaire général adjoint, chargé aux affaires politiques de la CDPA, Convention démocratique des peuples africains. Avec lui, on parlera des suites de l'atelier du H-Creuse et aussi de la récurrente question des réformes politiques dans notre pays. Le jingle et on a la une des journaux. Nous démarrons la une des journaux de ce lundi 25 juillet avec le journal Le Correcteur. Le Correcteur qui titre à sa une ce matin « Démission de l'État face aux défis de l'enseignement supérieur au Togo, suspension de tous les masters à l'université de Lomé vers une augmentation exponentielle généralisée des frais d'inscription. Interview exclusive. Le député Ouro Akpo Tchagnaou se prononce sur l'atelier du H-Coin, la proposition de loi ANCADI et la situation économique du Togo. Le Togo a l'épreuve de l'insécurité de ses gouvernements à la suite de son bienfaiteur. Le Premier ministre Klassou déforme la vie sociopolitique et économique des Togolais à New York. Réaménagement de la voie à Nero-Tablibo, plusieurs villages de Vaud sous menace de destruction sans indemnisation. Le quotidien Liberté est aussi dans les kiosques ce lundi. Nous pouvons voir à la une de Liberté le Togo et les intimes de la République. Ingrid Awade lance une curieuse opération d'établissement des cartes nationales d'identité. Banalisation constatatoire de la nationalité togolaise. Grand reportage Lomé, Dieu, l'alcool et le sexe. Le prophète Mungunga et son épouse en détention depuis 2 ans. Accusation fantaisiste, non-respect des procédures, contorsion judiciaire. Le CNUSED et son rapport 2016 sur le développement en Afrique. Le Togo doit revoir les éléments de sa dette publique pour plus de transparence. Toujours à la une de Liberté, prison civile de Kara, Mohamed Loum agressé, menotté et placé en isolement. Enfin, Togo matin de Dieudonné Kourolakina, que nous saluons au passage. Rapport du FMI sur l'économie mondiale, prévision reluisante pour le Togo politique. H-Crune, remise de la synthèse des travaux de l'atelier sur les réformes. Politique, Gabriel Sassou-Dossé à Nyoroduni, agressé, Avogan, éducation UL, examen décentralisé, édito doublon incernable dans la proclamation du bac. Eh bien, c'est tout pour la une des journaux de ce lundi. Nous allons marquer une pause derrière la première partie de l'émission avec nos confrères en studio. Retour en studio avec nos confrères Carlos Ketoou de l'Indépendant Express et Ibrahim Acha de Temps Nouveau. Nous allons commencer par un dossier brûlant, un dossier dont nous relate le quotidien privé Liberté. L'information est donc rapportée par le quotidien privé Liberté, le vendredi dernier. 170 milliards de francs CFA détournés au port autonome de Lomé. Une dizaine de douaniers interpellés par le service des renseignements et d'investigation SRI et d'autres douaniers donc sont en fuite. Cette information n'est pas encore confirmée par le gouvernement et elle n'est pas non plus démentie. Mais quel effet cela vous fait d'apprendre qu'environ 170 milliards de francs CFA ont été détournés par quelques douaniers au port autonome de Lomé? Oui, c'est vrai, l'information a circulé. Nous continuons de poursuivre les investigations parce que pour 170 milliards de francs CFA, ce n'est pas une petite somme sur laquelle il faut déjà vite aller en besoin. Mais je pense que c'est une situation de corruption généralisée
qui mine l'économie togolaise du sommet à la base. Et c'est ce que les autorités togolaises ont promis combattre jusqu'à ce jour, mais la chose va de mal en pis. Et aujourd'hui, le secteur portuaire est à l'agonie parce que les activités ou les redressements au niveau de l'Office togolais de recettes ont un peu fait fuir certains investisseurs, certains opérateurs économiques qui exercent au port, et cela laisse plus ou moins une certaine situation de chienlit généralisée au niveau de la gestion du port autonome avec certains inspecteurs de douane, certains douaniers et certains acteurs qui aujourd'hui devraient peut-être être bloqué dans le système de corruption comme on connaît, parce que l'OTR est venu, on a essayé de faire un certain nombre d'innovations et on a essayé de prendre des dispositions pour qu'on en arrive à une situation de corruption zéro. Mais si aujourd'hui on apprend encore de plus en plus, d'après les informations, parce que ce sont des investigations, les recettes d'investigation que nos confrères ont publiées, le gouvernement d'habitude ne réagit pas de façon automatique à ces genres d'informations. C'est quand la situation devient encore beaucoup plus sérieuse, c'est quand il y a une certaine pourriture au niveau de la situation qu'on voit le gouvernement agir. Le gouvernement n'a pas encore donné sa version officielle, l'OTR n'a pas donné sa version officielle, et le port autonome de Lomé n'a pas encore donné sa version officielle. On attend qu'on confirme ou qu'on infirme cette information, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une situation de corruption généralisée qui est en train de frapper le Togo, ce qui fait établir des rapports assez accablants contre le Togo en matière économique. Alors Ibrahim Acha, je reviens vers vous. Si cette information venait à être confirmée, ce serait le plus grand scandale financier sous l'ère Gnassingbé Faure. Non, nous ne parlons pas de plus grand scandale financier, mais plutôt de la défiance de l'OTR qu'on nous a présenté comme étant un dispositif robuste pour lutter contre la corruption dans le secteur des douanes et des impôts. Parce que je ne peux pas comprendre qu'avec tout ce que l'on vante à l'OTR, avec le dispositif qu'on dit très huilé pour pouvoir décourager d'éventuels corrupteurs ou d'éventuels pilleurs des deniers publics, qu'on puisse arriver jusqu'à un détournement à hauteur de 160 combien de milliards 170 milliards, vraiment c'est très grave. Et là, c'est très colossal. Et là, il faut se demander si le service chargé de la traque des corrompus au niveau de l'OTR fonctionne normalement. Parce que si c'est des gens qui fonctionnent normalement, je me dis que ces 170 milliards n'ont pas été détournés en un seul jour. Oui, c'est sûr, dire que c'est sur plusieurs exercices. Donc, c'est que, en quelque part, le mécanisme ne fonctionne pas et il faut revoir le mécanisme et, au besoin, aller former les gens. Parce que c'est une question de formation. En matière de traque des corrupteurs ou bien de la fraude, il faut être bien formé. Il faut avoir une formation de pointe pour pouvoir détecter à temps les signaux et surtout commencer par mettre en place un dispositif pour pouvoir traquer à temps les corrupteurs. Sinon maintenant, selon notre confrère Liberté, qui nous dit qu'il y a certains douaniers qui ont pris la fuite, ça voudrait dire que ça serait difficile de remonter la filière, ce serait difficile de récupérer aussi les sous. C'est beaucoup de milliards qui partent comme ça et c'est une perte pour le Togo. Ce qu'il faut dire maintenant, c'est que les autorités togolaises doivent mettre sur pied cette cour de répression de la corruption et des crimes assimilés, parce qu'on a annoncé ça fait déjà 2 ans. Il y a eu le Parlement qui a voté une loi à cet effet, mais jusque-là, l'opérationnalisation de cette cour tarde à arriver, donc il faudrait mettre vite les bouchées doubles et aller vers l'opérationnalisation de cette cour. En dehors de ça, il faudrait aussi que M. Gaperi se dise que son dispositif au niveau de l'OTR doit revoir un peu certaines façons de faire, parce que quand on met la caméra dans les services, mais la caméra, c'est vrai, elle va filmer les gens, mais est-ce que cela peut dissuader véritablement la corruption? C'est la question que moi je me pose. Parce que quand vous arrivez dans un bureau d'un douanier et que vous devez sortir un article ou bien une marchandise à 1 million, mais il suffit seulement, même avec les clins d'œil, vous pouvez négocier beaucoup de choses. Les mafieux ont le gestuel qu'ils utilisent, ils ont aussi un langage beaucoup plus codé qu'ils utilisent, mais les caméras verront seulement du feu là-bas, mais la corruption va passer. Donc il faudrait revoir
revoir le dispositif, à mon avis, et surtout former les gens pour pouvoir détecter à temps d'éventuelles failles qui puissent permettre la corruption, qui puissent permettre le détournement. Alors Carlos, comment peut-on expliquer cette faille au niveau du service financier du port autonome de Lomé qui puisse permettre que les gens détournent sur plusieurs exercices environ 170 milliards de francs CFA et que c'est vrai que les auditeurs viennent découvrir la caverne d'Ali Baba? Oui, moi je sais que depuis un certain temps, le gouvernement togolais a engagé une série d'audits de certaines sociétés d'État, de certaines sociétés publiques, pour voir l'état d'exercice depuis plusieurs années. Bon, cela a plusieurs raisons, plusieurs motivations. Parce que peut-être on a tendance à vouloir régler le compte à un directeur général qui est là ou qui était là et dont on ne veut plus entendre parler, on veut la tête, alors on va créer un système d'audit pour essayer de le remplacer. Ou bien c'est parce que sérieusement on a envie d'auditer pour savoir ce qui se passe réellement. Donc quand cela se passe ainsi, je pense que l'OTR a une mission et un résultat à donner. Et l'administration portière également est assez poreuse avec son fonctionnement. Vous avez un directeur général qui est le matin peut-être au port autonome de Lomé, l'après-midi à la mairie de Lomé en tant que maire. Est-ce que vous pensez qu'un directeur général peut pouvoir suivre de près les activités, surtout financières, même si ce n'est pas lui qui décide sur les questions en matière économique, en matière commerciale, il est la tête, on doit lui rendre compte, on doit lui faire des rapports qu'il doit valider. Ça peut dissuader. Mais si, en plus d'être un officier supérieur de l'armée, d'être le maire de Lomé, d'être le directeur général du port, d'être le président du conseil d'administration du CHU Tokoin, d'être ceci et ceci, cela, ben, toutes ces casquettes ne peuvent pas lui permettre de suivre de près le système économique. Et cela, ce cumul de fonctions est remarquable et criard à plusieurs niveaux de l'administration togolaise. Et quand une administration est poreuse, sachez que véritablement, on peut aller droit au mur dans ces défaillances qu'on a fait de connaître avec les détournements, parce que le port autonome de Lomé, c'est une institution très sensible et névralgique de l'économie togolaise. Mais si on se laisse aller à un peu de l'approximation de l'à peu près, mais je crains que bon, le pire est déjà arrivé, mais ça c'est ce qui est déclaré sur plusieurs années. Mais le détournement qui se fait au quotidien au port autonome de Lomé, qu'est-ce qui fait que le fonctionnement du port autonome aujourd'hui n'est plus assez efficace? C'est parce que on sait que plusieurs personnes, des autorités qui sont fonctionnaires au port, ont créé des sociétés écrans par lesquelles ils passent des marchés surfacturés qu'on ne contrôle pas. Et parfois, c'est peut-être le directeur général lui-même qui est complice de cela, ou bien certains cadres de l'institution. Mais tout cela, il faudrait qu'on revoie ça. Et puis, je m'avais également parlé non seulement de la défiance à l'Office togolais des recettes, mais également d'une certaine incapacité. Parce que depuis plusieurs années, on a constaté que les promesses économiques et financières faites par l'OTR depuis sa création n'ont pas été tenues. L'OTR n'arrive pas à rassembler les 400 milliards peut-être au niveau des impôts et au niveau de la douane pour pouvoir satisfaire les besoins, les engagements, parce que le système à la base a été faussé, puisque quand on fait des comparaisons, on dit que bon, au Rwanda, on a l'ORR, l'Office rwandais des recettes, qui a permis d'engager des fonds pour le développement économique. Le Rwanda sortait d'une guerre. Et les partenaires en développement ont investi des milliards pour accompagner cette réforme. Le Togo n'est pas dans ce même cas. Le Togo puise dans l'économie, dans les recettes de l'ETR pour encore organiser son fonctionnement. Et là, on va à la faillite. Quand vous prenez un capital que vous êtes en train d'engager dans une activité et vous puisez dans ce capital-là pour acheter ou financer la logistique pour construire des immeubles, pensez que vous allez à l'échec, vous allez vers la faillite totale. Donc c'est ce qui est en train d'être constaté, et je comprends un peu que ce rafistolage peut également se faire au niveau de l'ETR pour rattraper le déficit qu'il a en train de creuser en matière de résultats qu'il a promis offrir à l'économie togolaise et qui n'est pas atteint. Donc on sait que l'OTR dit que nous allons engranger 400 milliards par exemple pour l'année 2015. Bon, s'ils n'ont pas pu atteindre cet objectif, ils vont engranger. Maintenant ils retournent en arrière, aller dans les années 2010-2009 pour faire des redressements fiscaux qui leur permettent de remblayer ce qu'ils devaient faire. Alors que ça ne devait pas être le cas. En matière économique, il faut prendre ce qui est l'actif et non chercher le passif. Le passif devait être peut-être
être la cerise sur le gâteau en matière de fonctionnement des finances. Mais si on va engager, racoler des choses à gauche et à droite parce qu'on a envie d'atteindre cet objectif, en traquant même les opérateurs économiques, je pense que c'est un échec. Et les 170 milliards qui sont partis, ce n'est pas seulement au niveau des douanes, il faut aller au niveau des impôts. Ça, c'est au niveau du port. Oui. Voilà. On va poser la dernière question sur le sujet, on va dévoluer. Oui. Alors, aujourd'hui, s'il avérait que vraiment que les 170 milliards ont été dérobés du port autonome de Lomé, il va falloir que les têtes tombent. Ou bien, premièrement, il va falloir récupérer les sous et aussi sanctionner les têtes de tomber ou bien. Oui, je pense que le discours du chef de l'État le 2 janvier dernier a fait cas de la lutte contre la corruption, et le chef de l'État disait dans son discours que la corruption allait être combattue avec méthode. Bon, la méthodologie, c'est quoi? Ça suppose qu'on devait mener des investigations et faire des audits. Les audits, c'est pour pouvoir détecter les dysfonctionnements dans la gestion des sociétés. Et au niveau de l'OTR, je pense que c'est de bon droit quand même qu'il y ait un audit là-bas pour voir comment les choses se passent. Et le cas du port de Lomé, je pense qu'il faudrait qu'on mette fasse une certaine nuance, parce que c'est le service OTR du port de Lomé et qui serait peut-être touché par cette corruption. Sinon, la gestion même du port de Lomé n'a rien à voir avec le service des douanes qui se trouve là-bas. Et quand vous vous renseignez auprès des douaniers, on vous dira que c'est le service des douanes du port de Lomé qui est vraiment le plus pourvoyeur de fonds au niveau de Lomé. Au niveau de la douane aussi. Voilà. La douane fait partie du port. Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais nous parlons de l'entité OTR. Donc OTR, ce n'est pas encore le port autonome de Lomé, ce n'est pas le PAL. C'est un service qui se trouve au port de Lomé, mais qui a une certaine autonomie en matière de recettes et autres. Oui, très important. La brigade du port, le bureau du port. Oui, la preuve, c'est que c'est ce service qui engrange beaucoup de ressources pour le compte de l'OTR. À 90%, les recettes de l'OTR, tout ce que l'OTR fait comme recettes, c'est au niveau du port. Et ça, c'est très connu. Donc, avec la méthode, je pense qu'on parviendra quand même à restituer les responsabilités et éventuellement traduire les gens devant et ça la ne justice. Même pas tarder, Oui, ça ne devait pas tarder. Oui, mais seulement, ça ne se fait pas sous le coup de l'humeur. Vous comprenez qu'on doit faire... Oui, mais selon notre confrère, le FRI s'est saisi du dossier et les investigations sont en train. Donc, ce qui voudrait dire qu'un travail est en train d'être fait autour de la chose. Pour ça, il faudrait quand même que nous puissions garder patience et que les résultats vraiment soient communiqués et qu'on arrive à dissuader les gens. S'il n'y a pas des gens... Ça fait du bruit et après, quand on a lancé des enquêtes, on a interpellé, ces personnes se sont retrouvées relâchées dans la nature et puis restent dans leur petit cœur pour bouffer l'argent qu'ils ont détourné. Malheureusement, c'est ça la situation togolaise. J'espère qu'ils iront jusqu'au bout. Ils iront jusqu'au bout. Direction la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire parlait de la grande sociale là, qui secoue le pays de la Ouattara depuis quelques jours déjà. Les villes de Daloa, Yamoussoukro et surtout Bouaké, la deuxième ville du pays, ont connu des scènes de violence la semaine dernière. La cause, l'augmentation du prix du courant électrique dans le pays. Ce que conteste la population qui est sortie manifester sa colère. Mais de l'avis des observateurs dans ce pays, le regain de tension cache aussi un vrai malaise qui couvre depuis plusieurs mois déjà. Oui, quand vous allez en Côte d'Ivoire un peu et vous circulez dans la rue, vous allez constater qu'il y a véritablement des réformes en matière d'infrastructure, en matière de développement, et il y a un engagement peut-être qui est honoré par le président Ouattara dans la région des choses. Mais vous savez également que partout où il y a les réformes, il y a toujours quelque part où ça dérange. C'est-à-dire, comme on le dit, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. À un moment donné, il y avait une certaine asphyxie financière en Côte d'Ivoire qui était consécutive à l'investissement dans les grands travaux de développement. Et je me rappelle à l'époque, le président Ouattara disait que vous dites que l'argent... L'argent ne circule pas, l'argent travaille. L'argent travaille. L'argent ne circule pas, l'argent travaille. Oui. Donc, cela a mis un peu mal à l'aise un certain nombre de personnes et
cela est venu maintenant s'exacerber avec la situation politique. Nous venons de connaître la réélection d'Alassane Dramane Ouattara avec ses conséquences. Nous sommes en train de connaître le procès de Laurent Gbagbo, l'ancien président qui a plus de 47% d'électeurs de façon officielle. Bon, ça peut être plus que ça. De façon officielle, nous sommes dans une phase également où Simone Gbagbo, qui se trouve être son épouse, est également dans une situation. Donc, c'est un mélange de situations sociales, politiques et économiques qui est en train de créer cette grogne au niveau de la société, parce que c'est normal que l'opposition puisse récupérer un certain nombre de situations liées à une erreur ou pas du régime en place, parce que il faut dire qu'Alassane Dramane a une opposition assez lourde, a une opposition assez efficace qui est beaucoup populaire. Parce qu'une partie, je disais tout de suite 47%, aujourd'hui on ne sait pas, après sondage, si ça n'atteint pas plus de 50% de la population. Surtout l'Abidjan, c'est le fief de Laurent Gbagbo. C'est le fief de Laurent Gbagbo. Ouais. Donc la Côte d'Ivoire est assise sur une poudrière aujourd'hui. Parce que toute situation peut déclencher ou ramener dans la situation de guerre qu'on a connue dans ce pays. Parce que, vous savez, il y a aussi les étudiants qui ont commencé par s'agiter. Après, il a été obligé, le gouvernement a été obligé de fermer, de suspendre les mouvements des étudiants. Alors que, vous savez que en Côte d'Ivoire, le FSI est le bras droit du FPI. Le FSI est le bras droit du FPI. Et puis, en Côte d'Ivoire, les manifestations estudiantines constituent une pression véritable. Oui. Et vous savez, aujourd'hui, le président de l'Assemblée, l'ex-rebelle Guillaume Soro, était un acteur clé de la lutte estudiantine. L'ancien patron du FSI. Charles Blé Goudé. Et ce sont deux acteurs clés de la politique ivoirienne qui continuent de se voir en chair de foyer, qui restent dans un défi. Et si Charles Blé Goudé se retrouve en prison et que Guillaume Soro se retrouve président de l'Assemblée nationale avec une marche vers la présidence, vous savez que il y aura toujours cette guerre-là qui va les opposer. Cette guerre va se reposer sur la population. Donc, Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui doit être en train de marcher sur les œufs, parce que toute situation peut provoquer un déclic qui va encore incendier la Côte d'Ivoire. Ibrahim Acha, alors Alassane Ouattara doit s'inquiéter aujourd'hui. Doit-on craindre le retour des vieux démons, le réveil des vieux démons ici là-bas en Côte d'Ivoire? Oui, évidemment. Lui-même, il sait que c'est une paix apparente en Côte d'Ivoire. Lorsque moi je vais en Côte d'Ivoire et je rencontre les gens, tout ce que les gens disent, c'est que un jour nous allons prendre notre revanche. Ce qui voudrait dire que les gens n'ont pas encore digéré la défaite de Gbagbo et la déportation de Gbagbo. Il y a les vieux démons qui sont en eux, mais qui attendent le jour ou le moment opportun pour ressurgir. Mais seulement, je ne fais pas une lecture politique de cette situation en Côte d'Ivoire. Je prends plutôt le côté social où, quand on parle de l'électricité, vous savez que c'est très important pour la vie de tout être humain. Et donc, quand il y a eu augmentation sur les factures et autres, cela a été ressenti par la population, parce que Carlos le disait tout de suite, que les Ivoiriens disaient qu'on voit les infrastructures, mais on a faim. C'est ce que les Ivoiriens disent. Quand vous allez à Abidjan, c'est ce qui sort. Moi, j'étais allé jusqu'à Yamoussoukro. Ce qui sortait de la bouche des gens, c'est que c'est vrai, le pays est beau, tout est beau, mais nous avons fait. Il y a le quatrième point. Voilà. Il y a beaucoup de choses même qui ont été faites. On annonce même le réseau de métro en construction. C'est un projet qui a été lancé. Et même au niveau de la lagune Ébrié, il y a une société turque qui va arriver avec des petites navettes pour pouvoir faire la liaison entre le plateau et les quartiers périphériques. Donc, ce qui voudrait dire que sur le plan dynamisme, il y a quand même, on le ressent, mais seulement sur le plan social, il y a de sérieux problèmes qui se posent à Abidjan. Et donc, les populations qui sentent vraiment venir la chose, voir la chose venir de l'un, on dit non, mais il faudrait quand même qu'on dise à ce gouvernement que il faudrait quand même voir aussi le côté social. Et ce qui m'a surpris, c'est que c'est Bouaké qui est censé être le fief de Ouattara, qui était en ébullition. Oui, les ex-rebelles aussi, les ex-rebelles ont été démobilisés, et selon nos infos, c'est eux qui étaient plus actifs sur le terrain, ceux qui ont gaspillé les magasins, ceux qui ont saccagé, parce qu'ils ont été démobilisés tout récemment, mais ils ne sont pas contents, donc du coup, ils ont saisi l'opportunité pour donc semer la zizanie à Bouaké. Mais je pense que Alassane Ouattara doit s'en prendre à lui-même. Quand vous utilisez de hors-la-loi
pour venir au pouvoir, pour défier une institution de la République, mais il va de soi que lorsque c'est hors la loi aussi vont se sentir menacés, ils vont vous défier à leur tour. C'est ce qui s'est passé. Il s'est appuyé sur les rebelles du FLN et de Guillaume Soro, avec du FN plutôt de Guillaume Soro, et les dozos qui sont venus dicter leurs lois aux soldats régulièrement recrutés de la République. Donc ça voudrait dire que si maintenant ils sortent, c'est que bon, ils ont acquis une certaine habitude, ils se disent que et tout peut se permettre. Donc Ouattara doit plutôt voir le côté social, régler ce problème. Je pense que c'est ça qui est très important. Sinon, s'il habille ça du manteau politique, je me dis que ça serait très dangereux pour lui. C'est ce que nos dirigeants, oui, c'est ce que nos dirigeants doivent comprendre. Les dirigeants africains, pour la plupart, ne doivent pas seulement s'en prendre au côté développement, parce que créer des infrastructures et créer de grands immeubles pour dire que nous sommes en train de développer le pays, alors que à côté la population a faim. Il faut adjoindre le développement socio-économique au bien-être des populations. Et c'est ça qu'on appelle même le développement durable, les objectifs de développement et des objectifs pour le développement durable. Donc tout ça, les dirigeants africains ne semblent pas comprendre que une population qui voit de grandes routes, qui voit de grands immeubles, a aussi faim. Et quand cette population a faim, elle ne peut pas prendre en compte, considérer ou à sa juste valeur ce que vous avez construit. Et en Côte d'Ivoire, avec la situation actuelle, quand vous avez dit que c'est le fief Bouaké qui est en ébullition, mais c'est normal, on les appelle les chefs de guerre, ils font la loi. Moi, quand j'ai eu l'occasion d'aller en période de guerre à Bouaké, j'ai vu ces gens-là qui faisaient la loi. Des hommes d'affaires. Des hommes d'affaires. Ils vendaient des 4 Non, des trafiquants, non, des hommes d'affaires. Ils collectaient toutes les recettes au niveau des impôts et au niveau des douanes. Ils exploitaient, vendaient comme ils voulaient le cacao et tout ça là au Burkina. Ils exploitaient du diamant. Même le coton vers le Mali et autres. Donc ils avaient tout ça. À un moment donné, le pays s'est unifié et ces gens-là se sont retrouvés presque en chômage. Et celui qui était à la tête de ce mouvement, Guillaume Soro, est devenu premier ministre maintenant, président de l'Assemblée nationale. Donc, quoi qu'on dise, les autres sont garés. Même si. Non, mais ils sont dans l'armée. Ils sont dans l'armée. Très actifs. Même s'ils continuent d'avoir la même mise sur une partie de l'ex-rébellion, mais il y a toujours certains qui ne sont pas contents, qui sont frustrés, ou les intérêts, qui n'ont plus les intérêts. Les privilèges ont été perdus, ça c'est vrai. C'est normal qu'un beau matin, on peut se retrouver encore avec une situation de guerre en Côte d'Ivoire. Surtout que Ouattara, on a tendance à comprendre qu'il est en train de faire la Côte d'Ivoire pour l'Occident. Il ne fait pas la Côte d'Ivoire pour les Ivoiriens qui sont premiers producteurs de cacao quand même. La population ne devait pas avoir faim quand on est premier producteur de cacao avec l'influence de mais c'est insuffisant. ce produit-là. Mais ils ont d'autres ressources. La Côte d'Ivoire est un pays suffisamment riche. Et puis quand on voit les instances économiques, l'UEMOA avec leur siège en Côte d'Ivoire, on sait que c'est une plaque tournante en matière économique. L'UEMOA, son siège à Ouaga. C'est la BAD qui est à Abidjan. Bon, la BAD à Abidjan et puis la BRVM. Abidjan. Bon. Donc on comprend que les autorités, les dirigeants africains doivent beaucoup mettre l'accent également sur le développement social, le bien-être des populations. On va dire un mot sur la Turquie. Erdogan est en train de décapiter complètement l'opposition parce que profitant du coup d'État manqué, et il a profité, il fait la purge vraiment dans tous les secteurs. Mais peut-on soupçonner Erdogan d'être à l'origine de ce coup d'État manqué pour essayer de régler le compte à l'opposition, parce que là il passe à une vitesse supérieure? Non, il faut dire que le coup manqué en Turquie, sincèrement, ressemble beaucoup à une mascarade. Pourquoi je parle de mascarade? Parce que on ne peut pas dire qu'il y a coup d'État et le lendemain on arrête plus de 7000 soldats qui font partie de cette conspiration. C'est extraordinaire que 7000 personnes puissent s'asseoir et conspirer contre un président. C'est extraordinaire. Et selon moi, les informations que moi j'ai reçues, il y a même des professeurs d'université qui sont cités, des magistrats et autres. Et tout ça là, plus de 2000 magistrats arrêtés, et sans oublier plus de 15 000 écoles fermées. Tout ça là, et tout ça là, quand vous faites une certaine analyse, vous voyez que toutes les personnes qui ont été arrêtées, on les soupçonne d'être proches de Fethullah Gülen, qui est un opposant exilé, qui est aux États-Unis actuellement. Et l'imam Fethullah Gülen était un ami de Erdogan, c'était des amis, il a beaucoup travaillé avec Erdogan, mais depuis qu'il y a eu l'affaire de scandale qui a éclaboussé la famille présidentielle, surtout avec l'enrichissement illicite du fils de Erdogan, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un enfant de 28 ans
il est sorti de l'université et ça n'a même pas fait 3 ans. Il est au-dessus d'un empire économique vraiment qui s'estime à plusieurs millions d'euros. Et ça a heurté les Turcs. Ils se sont dit, mais c'est l'argent de notre pays que le fils d'Erdogan est en train d'utiliser pour faire de n'importe quoi. Donc il faudrait quand même qu'on voit clair dans son enrichissement. Et le fils d'Erdogan disait à l'époque que non, que c'est lui il a travaillé, c'est pourquoi lui il a cette fortune. On a dit, mais en 3 ans tu ne peux pas avoir cette fortune. Il a acheté des navires qui s'occupent du transport et on parlait même du navire qui n'a pas coûté, il était à 20 millions d'euros. Vous voyez cette somme, une importante somme comme ça. Et bon, quand on a commencé par faire les investigations, c'est pas comme en Afrique, quand il y a un scandale, les gens se taisent, surtout quand ça affecte le pouvoir, tout le monde est dans son coin, tout le monde est atterré, on n'arrive même pas à parler. Mais si c'est un opposant, vous voyez les services, tout ça là, être actif pour pouvoir traquer l'opposant, on profite de l'occasion pour lui faire la peau. Mais en Turquie, il y a eu la justice, puisque c'est une justice libre, il y a des magistrats qui se sont dit, mais non, ce scandale-là, il faudrait qu'on y creuse. Quand ils ont commencé par pousser les investigations, Erdogan a dit que non, c'est un coup d'État qu'on prépare contre lui. Il ne voit plus le côté justice, mais il a dévié l'affaire et il dit que non. Il a profité pour régler le compte à tout ce bon monde. Ce qui est regrettable dans ça, c'est qu'il y a parmi les écoles fermées, il y a des écoles de prestige qui forment en sciences fondamentales, notamment en physique et chimie, et des universités de renom qui ont quand même un actif très impressionnant parce que ça a formé l'intelligentsia turque. Mais quand on les ferme parce que on s'accroche, on a l'obsession du pouvoir, je pense que c'est très regrettable quand même pour la Turquie. Oui, moi je vois que Erdogan est en train de s'engager dans une dérive suicidaire, même sorcière. Parce que, bon, les dernières nouvelles, quand moi j'écoutais l'information ce matin, il y a 40 journalistes qui sont convoqués. Oui. Et naturellement, c'est la représailles au niveau de la presse. Maintenant, dans la presse va atteindre la presse. Ça va atteindre la presse. Parce que moi j'ai les chiffres d'il y a une semaine, quand le coup d'État a eu lieu, il y a eu 6 000 militaires qui ont été arrêtés. Il y a 8 700 fonctionnaires de l'administration du ministère de l'Intérieur qui ont été contraints à la démission, licenciés. Ouais. Il y a 3 000 juges qui ont été suspendus. Il y a 15 000 enseignants qui ont été déboutés. Il y a 1 500 professeurs qui ont été obligés de démissionner. 9 000 agents, les militaires et tout ça, la paramilitaire qui ont été arrêtés. Il y a 1 500 fonctionnaires du ministère des Finances qui également ont été empêchés de continuer leurs activités, bon, etc. Donc vous voyez que aujourd'hui l'opinion est unanime. Quand vous suivez la presse internationale, vous comprenez que de plus en plus le rouleau compresseur se ferme autour de Erdogan parce que on est en train de douter de la crédibilité du coup d'État. Parce que l'opposant Gülen a demandé, d'abord il a condamné le coup d'État. Il y a même la diaspora turque à Lomé qui a aussi sorti un communiqué pour condamner le coup d'État parce que tout le monde se dit qu'un coup d'État ne peut pas faire avancer un État. Mais si c'est un coup d'État préparé, organisé, monté, parce que l'opinion, de plus en plus quand vous suivez les chaînes internationales et occidentales, vous vous rendez compte que ce coup d'État devrait être monté par Erdogan lui-même pour régler ses comptes, pour faire la chasse aux sorcières. Parce qu'il est déjà appuyé par la corruption. Il veut faire un troisième mandat. Il veut faire un troisième mandat. Et il est maintenant englouti par le système de corruption sans précédent qu'il n'arrive pas à juguler avec son fils, avec tout ça là. Et il veut la peau aussi de son opposant. Il a demandé aux États-Unis de lui envoyer l'opposant parce qu'il est ceci, il est cela. Donc tout cela fait que Erdogan est entre l'enclume et le marteau. Et il ne sait que faire, donc il a engagé. Mais il a pris du poids de la bête, parce que il a pris du poids de la bête. Mais ce que les gens ne savent pas également, c'est que cette situation s'envenime aujourd'hui parce que on est en train de voir certaines tendances de lien entre Erdogan et le Daesh et l'État islamique. Parce qu'on a traqué certains camions qui approvisionnaient en armes le Daesh avec la Syrie et tout ça là. Alors que il y a des titans qui ont été arrêtés parce qu'on a dit que c'est des vivres et tout ça là, des non-vivres qu'ils étaient en train de convoyer. Mais c'était des armes. Donc au moment où la population était de voir que le Daesh qui constitue aujourd'hui l'ennemi public et que le monde entier a de combattre, vous voyez un président
parce qu'il a ses dérives, il a ses intérêts, il a son obsession à continuer à garder le pouvoir, veut s'engager dans ce soutien de l'État islamique pour se donner raison, pour se donner influence, là c'est dangereux. Donc on est en train de penser que dans les prochains moments, il faudrait qu'une enquête internationale qui a été demandée d'ailleurs par l'opposant Gülen. En fait, il a même dit qu'il va financer lui-même cette enquête. Il va m'accepter. Voilà. Donc, il faudrait que cette enquête internationale puisse permettre de clarifier cette situation de coup d'État. Sinon, on ne peut pas arrêter tout le monde dans un État. Et curieusement, le temps ne condamne pas cette purge-là. Oui, il y a des ramifications, vous savez, dans la géopolitique et la géostratégie. Il y a les forces des puissances, les États-Unis, la Russie et l'Israël, parce qu'il y a ces genres de relations qui font que l'OTAN ne prend pas des décisions de façon radicale, parce que l'OTAN doit peser un peu les positions de chaque acteur, de peur d'envenimer un peu la situation. Parce que si l'OTAN sort un communiqué maintenant qui affecte peut-être l'Israël, on va dire que bon, ce que Erdogan est en train de faire en Syrie n'est pas pire que ce que l'Israël est en train de faire contre la Palestine. Si la Russie peut se dire que ben voilà, je dois protéger mes alliés, parce que la Russie à un moment donné, à part le clash qui a eu lieu pendant que la Turquie a abattu les avions de trucs là, de la Russie, à part cela, mais il y a toujours ces relations originelles qui existent de trucs là. Donc il faudrait essayer de voir tous ces aspects avant qu'on ne commence par condamner. Donc pour l'instant, l'opinion internationale veut avoir les preuves de ce coup d'État monté avant de pouvoir s'engager dans des relations internationales. Merci Carlos, on a un peu débordé. Mesdames, messieurs, on va marquer une pause publicitaire. Derrière, on va recevoir notre invité, monsieur Pascal Adoko. Il est secrétaire général adjoint de la CDPA chargé aux questions politiques. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Retour en studio avec notre invité, M. Pascal Adoko, il est secrétaire général adjoint de la CDPA, Convention démocratique des peuples africains, donc il est le responsable chargé aux questions politiques. Bonjour M. Adoko. Bonjour Junior. C'est avec un grand plaisir que vous avez reçu sur ce plateau ce matin. Ben, le plaisir est surtout pour moi, parce que ça peut-être la deuxième fois que je suis sur ce plateau, et je vois la qualité du débat, en tout cas en off, tout ce que j'ai suivi tout à l'heure, montre à suffisance que ceux qui sont là, ils ont la carrure, et qu'ensemble, nous allons parler de notre chère patrie. Ok, merci. Alors, je commence rapidement par une question politique. Vous réclamez des réformes politiques dans ce pays depuis plusieurs années au niveau de la CDPA et aussi d'autres mouvements. Maintenant, pour une fois que le chef de l'État vous a offert un cadre pour en parler, vous vous débinez, vous boycottez la rencontre, la télé du HKM. Mais c'est quel paradoxe ça? Bon, si ce n'est pas une question sérieuse, je vais vous dire que vous voulez me faire rigoler. Mais le problème est tellement sérieux, parce que notre patrie est en danger, que je suis obligé de me retenir pour vous donner une explication. Vous savez, je l'ai dit ailleurs la dernière fois, dans la tradition togolaise ou africaine, nous avions des guérisseurs. Ces guérisseurs-là, ils s'occupent également de ceux qui mentalement ont des problèmes, des fous, entre guillemets. Et ces guérisseurs, quand ils prodiguent leur thérapie, il arrive un moment où ils donnent un panier aux malades d'aller puiser de l'eau. Et généralement, le malade, il va, il revient, jusqu'au jour où le malade réalise qu'avec un panier qui est troué, tout le monde sait, on ne peut pas ramener de l'eau. Et quand il revient,
ou quand on le lui donne un jour, et il dit au guérisseur, on ne peut pas puiser de l'eau avec ça. Le diagnostic est formel, il est guéri, il est libéré. C'est ça qui explique la position de la CDPA sur cette question. Nous avons passé plusieurs années à parler de réformes. Nous avons passé plusieurs années à négocier les réformes. Et nous avons obtenu sur le papier ces réformes. Mais ces réformes n'ont jamais été mises en application. Je vous rappelle en diagonale rapidement quelques péripéties. Par exemple, la CDPA a fait partie de ce qu'on appelle le CPDC réaménagé. Non, réaménagé, attention. Il y a eu 3 CPDC. Il y a le CPDC tout court, où il y avait que le CAR, l'UFC et le RPT, qui était pratiquement à une transposition de l'Assemblée nationale. On a estimé que ce n'est pas suffisamment riche. Et on a mis en place, le chef de l'État lui-même a mis en place ce qu'on a appelé le CPDC réaménagé. Et la CDPA, en tant que signataire de l'APG, a fait partie de ce CPDC-là. Nous avons travaillé au moins 2 ans sur les réformes. Et, pour ne pas être long, durant ces travaux, nous avons appris à nous connaître. Et même les gens du RPT ont marqué leur accord sur le mode de scrutin à 2 tours, sur la limitation de mandat de 5 ans x 2, point final, sur la restauration du Premier ministre dans sa fonction originelle, parce qu'on ne peut pas avoir une institution qui est responsable devant le Parlement, et seul responsable devant le Parlement, mais qui n'a aucun pouvoir, que ce n'est pas sérieux. On a voulu aller plus loin. On a voulu parler du régime politique dans sa globalité. Et pour ça, là, l'exercice s'est déroulé au 2 février la dernière fois. Nous l'avions fait. Nous avons fait venir dans la salle un juriste. Je crois que ce même juriste a parlé la dernière fois. Je crois que c'est M. Namtougli. En tout cas, quelque chose comme ça. Si j'ai bafouillé son nom, qu'il m'en excuse. En tant que constitutionnaliste et membre de la Cour constitutionnelle, est venu nous faire une conférence dans la salle. Et il nous a dit le régime politique d'hier, d'aujourd'hui, et lui aussi il a tiré la conclusion en montrant l'incongruité du régime dans lequel nous nous trouvons après le toilettage. Nous avons estimé que le juriste seul ne suffit pas. Nous avons fait venir un philosophe pour nous éclairer aussi en tant qu'homme de réflexion sur le régime politique au Togo. Il nous a également édifiés. C'était le professeur Magua Kokovi. Et après, le CPDC réaménagé d'alors s'est retiré et a délibéré. Et la proposition qu'on avait faite, c'est que comme il y avait beaucoup de tendances présidentielles, semi-présidentielles, etc., et même parlementaires, on avait estimé que... Et tempéré aussi, parce que... Oui, parce qu'il y avait aussi le tempéré qui était sous-jacent. Et on avait estimé que ça, il faut en faire un débat national. Mais que, pour ce qui concerne les réformes demandées par l'APG, nous les avons terminées. Ce que le Togolais réclame, les 2 mandats, le scrutin à 2 tours, la restauration du Premier ministre dans son rôle, nous avons fini ça. Et nous avons envoyé le rapport en bonne et due forme au chef de l'État. Mais c'est parce que l'UFC avait boycotté ces travaux que ça n'a pas abouti, ou bien? Mais boycotté par rapport à quoi? On a dit qu'on a fait les réformes. On a proposé les réformes, on a donné au chef de l'État. Si vous laissez finir, vous comprendrez, le chef de l'État ne nous a pas donné de réponse jusqu'à ce jour. On n'a pas compris. Et dans ce CPDC-là, très rapidement, on estimait que pendant que le chef de l'État réfléchit sur ce rapport qu'on lui a produit, nous, on devait nous attaquer à d'autres aspects puisque le décret qui nous appelait avait également ciblé d'autres éléments. Donc, on s'est attaqué, par exemple, à la charte des partis politiques. Nous l'avons relu, réaménagé convenablement en fonction des besoins du pays, dans une ambiance
Convivial. Donc si on comprend bien, vous avez épuisé. On a épuisé. Donc il ne reste plus rien à faire. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Mais pourquoi le CPDC se renouvelle à être créé? Oui, c'est ce que je vous dis. Je vous dis que nous avons envoyé le rapport au chef de l'État. Et il ne nous a pas répondu. Pour toute réponse, un matin, alors que nous étions en train d'examiner, toujours au CPDC réaménagé, le problème foncier qui risque aujourd'hui, qui risque d'exploser le Togo un jour. Parce que vous allez au tribunal, il n'y a que les problèmes fonciers. Nous avons estimé que c'était de notre responsabilité de réfléchir à ça pour apporter des aménagements afin d'aider notre pays à avancer. On était là-dessus quand le lendemain matin on nous dit que la veille un décret est sorti mettant fin au CPDC réaménagé et donnant naissance au CPDC rénové. Je vous fais savoir que ces accords que nous avons trouvés en notre sein, personne ne s'est dérobé, y compris le RPT. Et même durant ces discussions-là, le RPT non seulement ne s'est jamais opposé aux deux tours, j'expliquerai pourquoi, mais en même temps, le RPT n'a même pas posé le problème de rétroactivité ou tout ça là qu'on a attendu par ailleurs. Mais on n'a pas eu de réponse. Maintenant, on nous dit CPDC rénové. Nous sommes encore allés. Et nous avons repris le travail. Je puis vous assurer que durant ce CPDC rénové, de par peut-être ma petite expérience au réaménagé, j'avais joué un rôle assez important. En tout cas, mes collègues m'ont fait confiance. Je vais vous les lister très rapidement. Oui. Ce CPDC n'avait pas de président. Nous avions un président par intérim qui est le doyen Dogo Koudjolou. Un homme expérimenté et sage. Il faut le reconnaître. Il est du RPT peut-être, mais quand quelqu'un est bon, il faut le dire. Il nous a bien dirigés. Et dans ce CPDC rénové, première précaution qui a été prise, c'est que nous avons créé une commission technique. Ça veut dire que si on arrive à un accord, à une conclusion, on le met sous forme de loi, c'est-à-dire d'article de la Constitution, pour ne pas faire perdre du temps au peuple togolais. Et donc, cette commission était présidée par Nicolas Lawson, le président Nicolas Lawson du PRR. J'y étais dedans, le ministre Bojona, Alexis Akereburu, oui. Et puis Madame Aïdam. Oui. Voilà. Donc, GFDD à l'époque. GFDD à l'époque. Oui. Voilà la commission technique. Nous avons attaqué les sujets. Et tous ces sujets ont été abordés. Mode de scrutin? Non. D'abord, on a attaqué la limitation de mandat. Là, on était tous d'accord. Le seul bémol à l'époque, c'est que certains se sont levés dans la salle pour parler de rétroactivité, de leur rétroactivité. On leur a expliqué que ça n'a pas d'importance parce que ce qui est important, c'est que quand la loi existe, il y a des gens qui sont là pour interpréter. Si la loi est rétroactive, il n'y a pas de problème. La Cour constitutionnelle est là. Et si M. Carlos Ketou est président du Togo, il déposera sa candidature. On a dit qu'il faut dire, bon, ok, comme vous êtes plus intelligent que nous, je ne sais pas comment on fait une loi en mettant dedans qu'il faut marquer que telle personne, la loi ne s'appliquerait pas. Moi, je ne sais pas comment on fait. Et on est passé là-dessus. Donc, on était d'accord au moins sur les deux mandats. On était également arrivé à la question des deux tours. Mais avant d'arriver à la question des deux tours, on a abordé la question du régime politique. Et sur la question du régime politique, nous avons procédé de la même manière. Mais cette fois-ci, on n'a plus appelé M. Namtougli Di Kwakouvi Magloire, professeur, mais on a appelé d'autres spécialistes. M. Nachaba Fambaré? M. Fambaré Ouattara Nachaba. Hein? Et Zosa Javon. Et Zosa Javon. Hein? Ouattara Nachaba, que j'appelle affectueusement le toiletteur en chef. Et Zosa Javon. Ils sont venus nous édifier sur les régimes politiques, leur point de vue, etc. Et on a créé une sous-commission dans laquelle j'avais joué même un rôle important parce qu'on m'a demandé d'organiser le groupe. On s'est retiré à l'annexe de la primature. On n'était plus au bureau du Premier ministre, en annexe de la primature. On a passé une journée pour faire un débat. On a abouti à la même conclusion qu'au CPDC réaménagé. On est revenu rendre compte. Et il a été acté qu'il suffit de restaurer pour le moment le Premier ministre dans sa fonction, que ce débat va être débat national, et quand on tomberait d'accord pour changer le régime politique, on pourra faire les réaménagements. Maintenant, si vous permettez, je veux qu'on revienne à l'actualité, si vous permettez. Oui. Parce que, bon, on a compris le problème, mais là, pourquoi cela, vous, tout ça, avec tous ces travaux-là, ça n'a pas marché? Oui, ça n'a pas marché, parce qu'il n'y a pas la volonté politique. C'est ça qui fait que nous avons considéré que pendant toute cette période-là, la CDPA, on lui a donné
un panier pour aller au Marigot. Mais à Oui, l'époque, mais le gouvernement de la part de qui? Du chef de la... Non, 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 la volonté le gouvernement de accuse l'UFC d'avoir boycotté ce cadre-là. Non, Et c'est pour ça... écoutez. J'aurais pu accéder à ce que vous venez de dire si la suite n'a pas démontré le contraire. Parce que quand on a fini le CPDC rénové, Oui. il restait la question dont je vous ai parlé, dont je devrais parler tout à l'heure, mais que vous n'avez pas laissé le temps de dire, c'est-à-dire la question des 2 tours, qui était déjà acceptée par le RPT au réaménagé, est remise en cause Au rénové. Donc vous voyez déjà que nous allions à reculons. Et pour ça, M. Dogo m'a demandé personnellement et a demandé à M. Agbo, Blois, représentant du RPT, d'aller négocier cet aspect-là pour trouver une solution à ramener. Nous sommes allés au bureau du directeur de cabinet du Premier ministre. C'est là qu'on a négocié. Et on lui a fait comprendre que nous sommes tous d'accord et que c'est ça que les Togolais veulent, c'est ce qu'on avait adopté. Mais quand on est arrivé à un niveau, mon frère Togolais m'a dit, laissez-moi un peu de temps. Il s'est retiré dans une chambre, dans un bureau à côté. Et il a téléphoné toute la hiérarchie du RPT. Personne n'a accédé à cette demande-là. Et on est revenu dans la salle. On a tiré les conclusions et j'ai fait comprendre que voilà la situation. Et c'est M. Nicolas Lasson d'ailleurs qui a dit, en tout état de cause, à partir du moment où une très large majorité est d'accord sur les 2 tours de scrutin, il faut acter que c'est le consensus. Le RPT a dit non. C'est en ce jour-là que personnellement j'ai dit, ce que vous aviez accepté il y a quelques mois au CPDC réaménagé, vous venez le dénoncer ici et vous n'acceptez même pas qu'on le considère comme un consensus. Alors nous sommes venus ici faire des réformettes et non des réformes. Aucun de ces cadres n'est aujourd'hui crédible, ne peut pas se faire valoir. Non, sinon, finalement. Pourquoi ne peut pas se faire valoir? Non, c'est l'APG, c'est le CPDC aménagé, rénové. Tout ça, là, ça n'a pas donné des conclusions réelles. Non, donc il faut continuer. Non, c'est ce que vous ne percevez. Vous ne percevez pas la nuance. Je dis, quand bien même les choses se sont passées comme ça pour le CPDC rénové, les gens ont continué la discussion à Togo Télécom. N'oubliez pas. Dialogue Togo Télécom 2. Facilité, non, je parle du 2. Facilité par Monseigneur Bariga, qui sont arrivés à une conclusion, qui a été présentée sous forme de loi au Parlement, qui a été rejetée par le RPT devenu UNIR. À partir de ce moment-là, nous considérons que la volonté politique du chef de l'État n'existe pas. Ne nous dites pas que au dialogue Togo Télécom aussi il y avait un absent. Il n'y en avait pas. Donc la télé de Ashkroun est un folklore comme les gens le pensent. Pour nous ne pouvons pas donner un blanc-seing à l'atelier du Ashkroun. Pour 2 raisons. La première raison, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. À force d'aller au Marigot, on a guéri de notre folie. Ça c'est un. Deuxième chose, c'est que nous avons été suffisamment responsables quand nous avons eu l'invitation. Et quand nous avons eu l'invitation, nous avons écrit à la présidente de Ashkroun pour demander des précisions. Quel est le sort réservé à l'APG? Parce que sa formulation n'était pas claire pour nous. Alors que le Ashkroun est le fils de l'APG, ou au moins le petit-fils de l'APG. Vous avez eu une réponse Nous n'avons pas eu de réponse. Nous avons déploré le fait que l'armée n'était pas invitée. Mais l'armée... Oui, mais c'est ça la politique au Togo. Le minimum, c'est que quand vous avez oublié quelque chose, et quelqu'un vous le rappelle, et que vous avez opté obligé après de l'inviter, parce que j'ai cru comprendre que finalement nous avons également demandé qu'on décline le contenu de la société civile. Quand on a décidé maintenant d'inviter la société civile le déclinant, c'est là que c'est sur cette invitation qu'on a invité l'armée. Je ne sais pas si l'armée togolaise est la société civile, mais soit nous considérons que le fait d'avoir réveillé leur attention a permis au moins d'impacter positivement leur réunion. Mais votre boycott est interprété aussi par certains pour le fait que la CDPA a toujours été un parti satellitaire, d'abord de l'UFC auparavant, et aujourd'hui c'est l'ANC, parce que l'ANC dit je n'y mets pas. Bon, la CDPA aussi... non, je crois si l'ANC était à la télé du HQ, la CDPA l'aurait boycotté. Non, écoutez, d'abord je vais vous dire, l'espace politique togolais a beaucoup de contradictions.
Parler comme ça, c'est manquer de respect à la CDPA. Parce que la CDPA sait, et tous les Togolais savent quel est le rôle que la CDPA a joué. La CDPA était leader pour cette lutte. Mais l'histoire s'écrit. Mais considérez la CDPA comme un croupier d'un parti politique, détrompez-vous. Parce que l'histoire se renouvelle. Et la CDPA va retrouver sa force. Et maintenant, donc, nous ne sommes pas croupiers. Voilà. Nous avons raisonné. Nous avons fait des exercices que l'ANC n'a pas pu faire même par rapport au CP, à ces réformes-là. Nous sommes fatigués que les gens fassent de la diversion en nous réunissant dans cette salle. Je parle du chef de l'État. Vous pensez que je vais hésiter pour le dire? Il fait de la diversion parce que son agenda est très clair. Et je vais vous dire une chose. Le chef de l'État a compliqué la vie du H-Kroon. Parce que quand le H-Kroon a écrit et qu'on était en train de chercher à comprendre ce qui va se passer, et nous avons même donné un conseil au H-Kroon en demandant au H-Kroon que pour un débat de cette importance, il faut un comité préparatoire. Parce que si on ne le fait pas, on ne sait pas quelle aspérité on peut aller rencontrer là-bas. Nous étions de bonne foi. Mais quand le chef de l'État à Berlin a dit que c'est maintenant que lui-même il s'interroge sur le bien fondé même de la limitation de mandat. Que diable, qu'est-ce que vous voulez que je comprenne par là? Il y a 10 ans, il a fait poser sa signature, en tout cas un accord. C'est pas lui qui a signé, c'est le parti qui a signé. Et le parti a signé par délégation, il était le chef du RPT à l'époque. Et il reste le chef du UNI aujourd'hui. Oui, le chef de l'État, mais il est au-dessus de la mêlée. Non, oui, mais je vois très bien comment il est au-dessus de la mêlée, en étant profondément dans la mêlée. Il ne nous a pas encore démontré qu'il est au-dessus de la mêlée. Mais laissez-moi terminer. Donc, le chef de l'État, on a compris, parce que quand il dit, il remet en cause ce que lui-même, il a fait signer à 10 ans, alors qu'il sait très bien que c'est le point de crispation de la situation politique au Togo. Vous voulez que je fasse quoi? À partir de ce moment, je me dis, attention, c'est un panier qu'on veut encore mettre sur la tête des gens. Et comme le HQ n'a pas eu la décence de nous répondre, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse là-bas? Ils ont fait leur atelier. Je peux vous dire que je suis content parce que les gens se gargarisent. Ils ont dit qu'ils ont touché le ciel, ils ont touché la lune pour le Togo. Je suis très heureux. Mais je vais leur dire tout simplement qu'ils ne sont qu'au même niveau que nous. C'est-à-dire, nous avons trouvé des accords qu'on a envoyés au chef de l'État. On n'a pas eu de suite. Eux, ils n'ont même pas encore un schéma qui permet d'arriver véritablement au chef de l'État, puisque eux-mêmes... Il lui a remis le rapport. Oui, mais... Comment réagir les recommandations ont été prises en compte mais je serai l'homme le plus heureux de la Terre. Qu'est-ce que je veux pour le Togo? Le bonheur. Ça veut dire que mon boycott est une pression. Parce qu'aujourd'hui, le chef de l'État est dans la situation où il ne faut pas humilier. Et vous pensez qu'elles vont être mises en œuvre? Mais si ce n'est pas mis en œuvre, vous me donnerez raison. Mais si c'est mis en œuvre, je serai heureux parce que j'estime que j'ai fait pression sur le chef de l'État. Parce qu'en ce moment-là, il s'agit également pour lui de ne pas décourager ceux qui lui ont fait confiance. Et je comprends l'enthousiasme de beaucoup de gens. Ils n'ont jamais participé à ces choses. C'est une fascination normale. Et j'estime qu'il n'y a aucun problème à ce niveau. En tant que patriote, si le résultat est bon, mais le Togo va avancer. Mais si le résultat n'est pas bon, on constatera toujours la mauvaise foi caractérisée dont on parle, dont on a toujours parlé. Donc, nous sommes bien dans notre peau. Et nous ne sommes le croupion d'aucun parti politique. La CDP a sa force, son énergie, et la CDP est capable de transformer ce Togo. Laissez-nous un peu de temps et vous allez voir. Mais si vous permettez, entre vous, partis d'opposition, vous vous tiraillez sur l'agacité au lieu d'aller à l'essentiel et aller tout droit. Parce qu'au niveau du CPDC rénové, M. Nicolas Lawson a dénoncé des comportements de certains partis politiques qui sont venus saboter les travaux, les conclusions. Il avait notamment parlé du CAR à l'époque. Non, écoutez, moi, je vais vous dire une chose. Si vous voulez parler de ce qui est négatif, je souhaiterais que vous individualisez le débat. La CDPA a toujours été partisan. La CDP a toujours été partisan de l'union de l'opposition, de l'action commune de l'opposition, démocratie d'abord, multipartisme après. Et nous l'avons toujours démontré. Pourquoi nous avons créé CAP 2015 et les gens ont déserté le bateau? Est-ce que la CDP a déserté le bateau? Nous n'avons pas déserté le bateau, nous avons donné une chance au pays de Sanson. La CDP avait déserté le bateau CST, quand je suis souvent le Togo. Non, au CST, nous avons ce que vous appelez déserter le bateau. Je vais vous expliquer. Au CST, moi-même, j'étais
dans la discussion quand on a créé le CST. Le seul point de discorde, c'est que nous voulions faire du CST une union électorale. Et certains dans le groupe ont estimé que c'est prématuré de parler d'union électorale. Nous avons dit non. La CDPA ne va pas faire un exercice comme ça. Et à la fin, nous allons encore nous discuter et nous tirailler. S'il n'y a pas union électorale, nous ne signons pas le texte fondamental. Et c'est ça qui nous a amené à créer Arc-en-Ciel, qui est une union électorale. Nous sommes allés à l'élection ensemble. Si nos amis nous avaient compris en son temps, peut-être aujourd'hui ils le regrettent, on serait une force unique et puissante. Peut-être que le rapport de force ne serait pas comme ça à l'Assemblée nationale. Donc au moins une fois, tirer chapeau à la CDP, c'est son attitude positive. Voilà, si vous pensez qu'on est en train d'aller vers une 5e République, un prochain référendum. Oui, mais posez la question au commanditaire du H-Kroon, parce que nous percevons de loin le schéma. Mais je ne voudrais pas qu'ici on me prête des intentions de faire des procès d'intention. Alors je dis tout simplement, on parle de 5e République. Tout le monde sait ce qui peut se cacher derrière la 5e République. C'est aux Togolais d'apprécier. Je dirais tout simplement que le Togo est notre patrie commune. Notre effort, chacun en ce qui le concerne, c'est de faire en sorte que le Togo avance. En commençant par le chef de l'État, parce que cette fonction est une fonction honorable et très haute. Il a déjà fait un mandat, il a fait un deuxième, il est en train de faire un troisième. Je lui dirais, à la limite, que quand on est autour d'un plat et qu'on ne le quitte pas très tôt, ce n'est pas une bonne chose. Parce que le chef de l'État a dit qu'il se posait des questions sur la limitation du mandat. Je vais lui donner une piste, si vous me le permettez. Allez, rapidement. Je vais lui faire comprendre que, en politique, et particulièrement dans la politique africaine, le premier mandat d'un chef d'État est un mandat productif. Il s'investit, il fait son travail. Mais comme la fonction même de chef de l'État et du pouvoir est une fonction qui laisse beaucoup de miettes sur la table, je vais de manière imagée dire que les rats s'invitent à la présidence. Normalement, le rat ne cohabite pas avec les hommes. Mais comme il y a des aliments qui sont... les rats viennent. Et vous constaterez que quand le deuxième mandat commence, c'est toujours au cours de ce mandat-là que les gens demandent qu'on octroie le troisième mandat. Parce que le contrôle du pays est dans les mains des rats en ce moment-là. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Et j'ajoute qu'à partir de ce moment-là, vous verrez que le chef de l'État n'a plus véritablement le contrôle. Il n'a que juste la jouissance de sa fonction et les autres le manipulent. Et quand dans le cas du Togo, vous êtes amené au troisième, au quatrième mandat, ce n'est plus que les rats. Il y a les cafards, tous les parasites de la terre. C'est pour vous dire qu'on ne limite pas les mandats, c'est une catastrophe pour un pays. Le chef de l'État, normalement, quand vous êtes dans cette fonction-là, si vous avez 10 ans au maximum, le 5 premiers, on sait que vous allez bien travailler. Le deuxième, si vous n'êtes pas préoccupé par tout ce que les rats qui sont autour de vous racontent, vous allez faire votre boulot et partir. Mais même si ce que les gens font, ils pillent un tout petit peu, etc., au moins on limite les dégâts. Mais quand les pilleurs sont là, ils rentrent dans un troisième mandat, 15 ans, d'autres vont s'ajouter, 20 ans, d'autres vont s'ajouter. À la fin, on aboutit à la minorité qui pille le pays. Donc les rats, les ministres, les conseillers. J'ai déjà grossi de manière imagée ce qui peut se passer dans un palais de la présidence. Donc le chef de l'État est au contrôle de la situation. Il peut dire qu'il est au contrôle, mais dès lors que lui-même il a eu le courage déjà de nous dire que c'est une minorité qui pille le pays, il a déjà répondu à ma question. Alors que faire des parasites? Mais c'est à lui de comprendre que il ne faut pas qu'il glisse, parce que les parasites, enfin tous ceux qui sont là pour faire cet exercice-là, ils vont vous amener jusqu'au culte de la personne. Et vous conviendrez avec moi que depuis le troisième mandat, c'est sur l'instruction personnelle du chef de l'État que vous entendez.
Quand on va tomber, si vraiment le malheur frappe le Togo, qu'on tombe encore dans un 4e mandat, ce sera l'équation du personnel du chef de l'État et vous conviendrez avec moi que le Togo ne s'en sortirait pas. C'est un pouvoir patriotique. Nous avons la chance quand même d'avoir un président qui a les pieds sur terre parce que quand on parlait de Gafar, et autres là, et nous voyons un chef de l'État qui s'affirme quand même, qui est le seul maître à bord et qui contrôle tout ce qui se fait. Il y a pour preuve les courageuses réformes qu'il entreprend dans ce pays en matière économique et même en matière sécuritaire. Donc ça veut dire qu'il maîtrise la barque. C'était une parenthèse. Maintenant, quand le débat citoyen se fait au Parlement, la CDPA n'est pas au Parlement, et s'il advenait que l'exécutif togolais envoyait un projet de constitution à l'Assemblée nationale, quel serait votre apport pour que ce projet aboutisse? D'abord, je vais vous dire, vous avez dit le chef de l'État, il a les pieds sur terre. Je ne veux pas en douter un seul instant. Mais je vais tout simplement dire que quand j'étais dans l'antichambre tout à l'heure, vous parlez de 170 milliards qui se seraient évaporés. Vrai ou faux, on ne sait pas encore. Oui, pour le moment, les investigations continuent. Mais c'est ce que j'appelle les rats. Nous saurons si c'est vrai. C'est ce que j'appelle les rats. Et je vais vous dire une chose. Même le chef de l'État, il peut être blanc, il peut être net, n'importe comment. Quand 170 milliards s'en vont, alors que j'ai appris ce matin que le chef de l'État fait lancer des obligations pour 150 milliards. Et vous conviendrez avec moi qu'on n'avait pas besoin de ces obligations si tant est que les 70 milliards sont dans l'assiette de l'État. Donc si vous dites qu'il a le contrôle de tout, donc ça veut dire qu'il a le contrôle aussi des 170 milliards. Pourquoi alors ça s'est évaporé? C'est pour vous dire, que on a beau être bon n'importe comment, le pouvoir use. Et quand on est usé, les gens savent les points aveugles pour vous, parce qu'ils sont habitués à vous. On sait très bien qu'au premier moment, ils ne connaissent pas vos repères. Le chef de l'État, il peut avoir bien contrôlé, mais depuis un certain temps, on sait où son regard ne va pas. Et en ce moment, les gens se servent. Et on l'encourage à continuer. Et ils vont s'installer complètement. Et ils vont mettre notre pays à terre. C'est ça, de ça qu'ils parlent. Et nous parlons. Et c'est pour ça que nous lui disons que nous ne voulons pas à lui en tant qu'individu. Chef de l'État, il est mon président aujourd'hui. Je vais lui dire de sortir de l'histoire du Togo la tête haute. En quoi faisant? Mais en faisant les réformes. Et en quittant. Et en quittant le pouvoir conformément aux dispositions des réformes. Mais justement, laissez-moi terminer. Quand il quitte le pouvoir dans les conditions définies par la loi, il sera rentré dans l'histoire. Et je peux lui dire, en le regardant droit dans les yeux ce matin, que si quelqu'un veut toucher à un cheveu de Faure Gnassingbé, après qu'il ait fait les réformes et fait lancer notre pays, et il quitte, et quelqu'un veut lui demander quelque chose que ce soit, il devra marcher d'abord sur mon corps. Mais avant de l'atteindre. Vous êtes un avocat. Je suis un être togolais aussi. Je suis un Togolais. C'est pour vous dire que je ne serai pas seul. Il y a d'autres personnes. Parce que ce que nous voulons, c'est faire progresser le pays. Parce que quand le Vous avez l'impression qu'il ne veut pas faire progresser le pays? Oui, je viens à ça. Il crée la chasse aux sorciers. Oui, c'est ça que je vais vous dire. Vous savez, certes, je n'étais pas dans la salle, mais celui qui a prononcé le mot le plus important, je dirais même le plus redoutable, c'est l'ancien Premier ministre Aoumé Zounou Sele Agodji. Je ne sais pas si les gens qui étaient dans la salle ont fait attention. Ils sont les intellectuels, nous on n'est pas mûrs, mais cette phrase a toute son importance. Aidez le chef de l'État à faire les réformes, faites-lui des concessions. Je ne sais pas si cette réunion-là a intégré ces mots-là. C'est la première fois qu'un homme proche du pouvoir, à un niveau aussi élevé, a dit quelque chose. À partir de ce moment, je ne sais pas quelles sont les concessions que le chef de l'État a demandées, qu'est-ce qu'on lui a accordé, mais qu'on le rende public pour que nous fassions le plaidoyer. Parce que si les gens ont discuté, alors que le Premier ministre qui vient à peine de quitter le cabinet vous dit, ça veut dire qu'il a de grandes oreilles. Le chef de l'État a des exigences. Qu'on nous le dise. Qu'on nous le dise.
Mais en fait que le Togo soit... c'est ça, il veut que le compteur soit remis à zéro. C'est tout, c'est pas un secret. Ah bon, c'est ce qu'il a demandé. Non, c'est pas ce qu'il a demandé. Mais la question de rétroactivité a posé problème lors du vote du projet de loi envoyé par le gouvernement. Donc vous comprenez aisément qu'il y a un problème de rétroactivité. Donc soit on met le compteur à zéro, et je pense que les gens vont voter. La libération de mandat, il n'y a pas de problème. Il faut maintenant s'attaquer à la crédibilité des élections et surtout à une organisation parfaite. Parce que c'est là où le combat se trouve. Vous voyez, vous me faites sourire. Pardon, parce que il y a deux éléments dans ce qu'on appelle aider quelqu'un, faites-lui des concessions. Moi, la concession la plus fondamentale, c'est l'après-pouvoir. C'est ce dont j'ai parlé. Que je suis prêt à me sacrifier pour le préserver, si tant est qu'il offre au Togo ce que le Togo veut. C'est clair. Donc, selon vous, les chefs de l'État craignent des choses. Oui, les chefs de l'État craignent des choses après son départ du pouvoir. Je ne sais pas, puisque ce n'est pas moi qui ai prononcé la phrase redoutable. Mais si vous voulez parler de 2 mandats supplémentaires, ce que les gens ont refusé de comprendre au Togo, et ils ont fait exprès parce que le chef de l'État, lui, il avait besoin de faire ça pour faire avancer son dossier, c'est qu'au cours des élections de 2015, nous avons dit ceci. On fait les réformes telles que la loi que le chef de l'État lui-même a envoyée au Parlement. Parce que c'est comme ça qu'on fait les lois. La loi est impersonnelle. Il y a des institutions qualifiées. La Cour constitutionnelle. Si Faure Gnassingbé envoie son dossier et la Cour constitutionnelle estime que, conformément à la loi, il a le droit de passer, il passe. On n'a pas demandé à Carlos Keto ou à Junior Ameyouna ou à mon ami de mettre quelque part qui va offrir quelque chose de spécial à quelqu'un. On ne fait pas une loi comme ça. Donc vous avez fait des procès d'intention aux gens en disant que non, à partir du mois ils ont dit ça, ça veut dire qu'ils ne veulent pas. Ouais, non, c'est là parce que lui, moi j'ai compris qu'ils ont fait tout ça, ce forcing, parce qu'ils savent très bien qu'il a besoin d'abord de ces 5 ans-là avant de chercher à discuter. Maintenant, il les a, ça fait 15 ans pour lui. Maintenant, il veut discuter. Et d'après ce que vous m'informez, ce que vous me dites, non, vous me dites que tout le compteur sera remis à zéro par la 5e République. Non, c'est ce que le parti Union a réclamé tout récemment. Donc, monsieur Adoko, malheureusement, on a largement débordé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais on va peut-être 20 secondes faire une petite conclusion et on va en antenne. Non, je voudrais tout simplement dire aux Togolais que le Togo que nous voulons bâtir est un Togo pour tous. Un Togo qui n'exclut personne, même ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Ils doivent considérer que le Togo qu'on veut bâtir, c'est un Togo pour nous tous. Ils ne seront pas exclus de ce Togo. Ce que nous voulons, c'est faire avancer le pays. Et pour faire avancer le pays, le chef de l'État a une lourde responsabilité. Parce que de toute façon, quel que soit ce que l'être humain fait, ça a une fin. Ils sont comme dans un avion. Ils sont en l'air, tôt ou tard l'avion doit retrouver la terre. La question que moi je me pose, est-ce que l'avion doit retrouver la terre sous forme de crash ou l'avion doit retrouver la terre par un atterrissage en douceur? Mon souhait, c'est que ce soit un atterrissage en douceur pour que nous puissions vivre dans la fraternité au Togo. Merci pour tout. Merci à M. Adoko Pascal, le secrétaire général adjoint de la CDPH chargé des affaires politiques. Merci à Ibrahim Acha, le patron de Temps Nouveau. Merci à Carlos Ketaou de l'Indépendance Presse. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité à LCF, City FM aussi. Enfin, cette émission Toc Toc. La rediffusion, c'est le soir comme d'habitude à 22h30. On se retrouve mercredi pour un nouveau numéro. Portez-vous bien et à très bientôt.